quelle priorité? Non, écoutez, je vous ai cité les différentes composantes. Il faut qu'il y ait toute une politique par rapport à ça. Il faudrait que cela soit connu par le ministre, qu'il maîtrise et qu'il entraîne naturellement les différents services au niveau secrétaire agricole. Bon, nous avons remarqué ici, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a entrepris les actions de restauration ou de réhabilitation du domaine agro-pastoral des Célé, d'Aïpen, ce qui est une bonne chose. Mais d'autre part aussi, nous remarquons qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila ici, il a initié un service appelé service national. Ce service avait déjà commencé à produire des effets qui étaient quand même remarquables sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, M. Yamba Yamba, depuis un certain temps, ce service est pratiquement aux arrêts. Qu'est-ce qu'on reproche à ces services-là pour qu'on ne puisse pas aussi les relancer, d'après vous? Lors de l'anniversaire de Libération, s'il faut l'appeler ainsi, je crois que c'était le 17 mai, j'étais invité, j'étais avec les compagnons de la Révolution, les compagnons d'Enze, et c'est la question que j'ai dû poser. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se rassurer que les idées d'Enze Kabila sont en perpétuel devenir? Est-ce qu'elles sont pérennisées? Mais parmi les grandes idées, c'est le service national. Je me rappelle la première fois que le général Kaloumé a expliqué la vocation du service national. Moi, j'ai dit, ok, ça y est, nous sommes partis. C'est fini, le pays va véritablement se développer sur le plan agricole. Nous croyons que, bon, en mettant en place des sites d'exploitation agricole, en faisant le brassage des jeunes qui parfois ne sont pas occupés dans leur milieu d'origine et qui peuvent devenir finalement des éléments dynamisants et rentrer même chez eux, devenir des centres d'intérêt, entraîner les autres à produire plus et en mettant des moyens dans l'amélioration de routes, etc., en leur donnant des possibilités, des équipements, etc., en leur donnant la formation, en les envoyant en faisant des voyages d'études pour se rencontrer d'autres pays à travers le monde. Ça, c'est la vocation de Nzé. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez au niveau du service national, je salue tous les efforts qui sont réalisés par les compatriotes qui sont là, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens pour le faire. C'est comme si c'était un service véritablement administratif. Et vous savez, le service administratif aujourd'hui chez nous, même si l'administration est une colonne vertébrale de tout ce qu'on peut faire en termes de développement de la République, mais bon, aujourd'hui, les gens sont en train de tourner le pouce. Et ça, c'est incroyable. Et pourtant, le service national aurait pu travailler dans la perspective de créer des pépinières, des personnes, identifier d'autres acteurs, privés comme publics, à travers le pays, etc., construire des partenariats stratégiques gagnant-gagnant, entraîner toutes ces ONG qui travaillent dans ce secteur bien déterminé pour qu'ils deviennent des pôles, des répondants du service national, là où ils sont en train de travailler. Je crois qu'on aurait avancé. Aujourd'hui, il y a la loi sur le code agricole, la loi agricole, et qui en réalité organise le pays dans une perspective décentralisée, organise la structuration dans une perspective décentralisée. Mais cette loi-là, elle n'est pas opérationnelle. Où sont les conseils de gestion qu'on a parlé au niveau des provinces? Et c'est là justement qu'on peut remarquer la volonté du ministre de l'Agriculture de pouvoir promotionner ce secteur. La structuration qui a été mise en place, qui est rendue opérationnelle par la loi qui existe. On en fait quoi? Au niveau de la province, au niveau des villes, au niveau des territoires, au niveau des secteurs et des chefferies. On en fait quoi? Il me semble que ce n'est pas le cas. J'ai vu un peu au Katanga où le gouverneur a essayé de valoriser les territoires, etc., qu'encore qu'aujourd'hui, les territoires, c'est une entité déconcentrée. Eh bien, ce sont les secteurs et les chefferies qui, visiblement, deviennent des entités décentralisées et qui sont capables d'avoir des projets, qui sont capables d'avoir des budgets, avoir un programme et les rendre opérationnels dans la perspective de satisfaire des besoins de qualité à la population. Mais bon, quand cela ne tienne, il me semble qu'il y a beaucoup de douleurs enfantement. La volonté doit s'affirmer, pas au terme de taux de croissance économique qui, visiblement, apparaît aujourd'hui un peu, j'allais dire, folklorique, mais un taux qui a une répercussion. Vous ne pouvez pas aujourd'hui promotionner l'agriculture. Vous avez 76 millions de dollars et vous ne savez pas combien vous avez comme superviseur dans les territoires. Vous estimez, par exemple, vous ne pouvez pas imaginer qu'au niveau des secteurs, je me suis beaucoup Justin, des secteurs, je suis tout le temps dans le village, au niveau des secteurs. Où sont les agronomes? Où sont les agronomes? Et quel est le rôle des agronomes? Quelles sont les taxes qui sont prévues? Qui doit donner des semences à la population?
Qui doit les entraîner à mieux cultiver? Qui doit donner la formation? Où sont partis tous ces services-là qui, autrefois, devaient s'occuper véritablement de cet encadrement? C'est tout ça qu'il faut remettre en scène, et cela se fait de manière systémique, pas de manière sectorielle ou portuelle, que j'appellerais parcellaire. Il faut mettre en route cette dynamique, et sous la coordination du ministre qui met tout le monde debout et qui booste l'action. Il me semble qu'aujourd'hui, l'animation, j'allais dire la répercussion, en termes de volonté volontarisme, ne sont pas encore ressenties. Monsieur Yamba, est-ce que je voudrais prendre un cas, un exemple de notre pays. Nous avons reçu des informations ici que dans la province du Katanga, par exemple, qui a un territoire estimé à 496 000 km², nous avons appris que le gouverneur de cette province, M. Moïse Katumbi Chapwe, a levé l'option, donc il a exigé à tous les exploitants miniers, parce que le territoire est pratiquement aujourd'hui à 70% distribué en carré minier, hein, aux exploitants miniers. Alors il a demandé à tous ces exploitants miniers de pouvoir consacrer au moins 500 hectares de leur carré minier aux activités agro-pastorales. Est-ce que vous pensez qu'une telle mesure est à encourager et que si elle était généralisée dans l'ensemble du pays, dans toutes les provinces par exemple, ça pouvait déjà apporter un plus dans la recherche des solutions aux problèmes de l'accroissement économique? Ça fait partie des recettes, mais c'est une question fondamentalement intellectuelle. Mais je voudrais, parce que vous parlez de Katanga, dire que déjà, à cause des changements climatiques, il doit y avoir des perturbations au Katanga. La petite saison de pluie, qui aujourd'hui est en proportion de 7 mois, devra baisser à 5 mois à l'an 2020. C'est très important. Il va falloir que les choses soient faites dans la perspective de pouvoir déjà juguler ce qu'on aura connu comme situation de perturbation qui aura une très grande répercussion sur la production et le rendement. Alors cette question étant précisée à la question que vous posez sur la décision du gouverneur de province, mais je voudrais simplement dire qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle... Parce que dans toutes les provinces, il y a aussi des exploitants miniers. Bien entendu. Mais attention, qui attention. se contentent seulement d'utiliser tous ces espaces-là. Il y a des exploitants miniers, il y a aussi des exploitants forestiers. Oui. Et lorsque vous regardez les codes miniers et les codes forestiers, ce sont deux codes qui ont été prises presque dans la même période, mais qui ne sont pas très différentes en termes de la reconnaissance des populations locales, j'allais dire des communautés locales, en termes du rôle des autorités décentralisées, en termes de l'action qui doivent être, des actions qui doivent être menées. Il existe une série de taxes qui sont prévues pour compenser un certain nombre de déficits créés. C'est très important. Encore qu'il y a une série de dispositions qui mettent en exergue les bénéfices que cela puisse justement apporter à la population. Bon, quand cela ne tienne, 70%, ça c'est pour l'exploitation minière. Mais bon, aujourd'hui, la loi sur le code la loi sur les mines voudrait qu'il y ait ce qu'on peut appeler aménagement forestier, aménagement minier. Mutatis mutandis pour la forêt. Lorsqu'on fait un aménagement minier, on sait voir quels sont les sites d'exploitation. On sait également réserver des sites pour l'exploitation agricole. On sait réserver des sites pour la chasse. On sait réserver des sites pour le sacré, etc. On tient compte de tout ça. Et on fait une sorte de cartographie participative qui permette à ce que même les paysans soient en mesure d'exploiter. Ça, c'est évident. Et si, dans cette exploitation, les exploitants miniers peuvent ajouter une dimension agricole, encore qu'il ne faut pas leur donner un travail supplémentaire, parce que lorsqu'on est exploitant minier, on est commerçant, on travaille sur base de bénéfices. C'est vrai qu'il faut discuter avec eux, il ne faudrait pas que ce soit une décision d'autorité, parce que la loi ne prévoit pas ça. Et donc, une loi provinciale ne peut pas être remettre en question la loi nationale. Or, dans les codes miniers, ça n'existe pas, même si c'est une bonne dimension. Vous savez que le fait précède la loi. Si dans l'hypothèse, si dans l'exemple ou l'expérience du Katanga, on peut avancer, hein, pour éviter la paix, pour construire la paix durable, parce qu'il y a des choses que les exploitants miniers comme les exploitants forestiers font simplement pour construire la paix. Mais s'ils tenaient compte essentiellement de la loi, ils ne le feraient pas. Mais si dans l'hypothèse qu'ils arrivent à le faire... Dans la loi forestière, même dans la loi forestière et minière, il est demandé aux exploitants forestiers et miniers de faire ce que Moïse Katumbi a obligé aux... Non, non.
Non. La responsabilité des miniers, la province a des taxes. Hein? Il y a des taxes qui véritablement, ils perçoivent des taxes. Il y a le pouvoir central a des taxes. Une loi, par exemple, mais même au niveau des entités décentralisées de provenance de mines, ils ont un pourcentage sur les redevances proportionnelles. Ils ont un pourcentage pour les redevances coutumières. C'est là que je suis savoir si on faisait de cela une loi, on vote une loi au Parlement, que tout exploitant minier doit consacrer autant d'hectares aux activités agro-pastorales. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose? Ça serait une bonne chose, mais il faut avoir le consentement. Encore qu'il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de rentabiliser ce secteur. Parce qu'on ne peut pas investir dans un secteur où vous trouvez que vous n'aurez pas de bénéfices. On est exploitant simplement parce qu'on veut avoir le bénéfice. Je crois que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de demander aux exploitants qui sont sur place là-bas, de générer des richesses en mettant en place un processus de transformation de ces richesses sur place. À ce moment-là, on aura créé des valeurs ajoutées. Les valeurs ajoutées permettent de résorber le chômage. Les gens auront des moyens. Ils auront accès. On peut même importer. L'importation n'est pas refusée. Mais il y a des gens qui vont travailler. Écoutez, je vous ai dit, 8% seulement des gens qui travaillent aux États-Unis. Mais ce sont eux qui nourrissent pratiquement tout le pays. 250 millions d'habitants. Mais écoutez, on peut faire une agriculture, surtout au Katanga. La forêt qui est là, c'est une forêt sèche, comme on le dit. On peut utiliser au maximum les tracteurs et on peut avoir des résultats. C'est question seulement de s'organiser. Mais aller avec les exploitants miniers dans la perspective de créer des grandes richesses. Créer des grandes richesses suppose qu'on arrive non seulement à faire des entreprises, des industries d'extraction, mais également des industries de transformation. À ce moment-là, on aura créé beaucoup d'autres emplois, on aura créé beaucoup d'autres richesses, on aura provoqué une dynamique qui permette véritablement au pays d'avancer. C'est lorsqu'on est dans un processus d'exploitation seulement de minerais bruts, on ne peut pas avancer. J'ai suivi même avec les 50 ans de l'unité africaine, on est en train de dire que bon, l'Afrique a 5% de ce que représente les taux de croissance économique, mais ça n'a aucune répercussion sur la vie des citoyens. On n'a pas créé de l'emploi, on n'a pas résorbé le chômage, on n'a pas apporté la sécurité alimentaire, on n'a pas amélioré l'éducation, on n'a pas amélioré la santé, mais on est allé jusqu'à 5%. C'est un peu la situation de notre pays, où le taux de croissance est à 7%, 7,2%, mais aucune répercussion sur les citoyens. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de création de richesse. Il faut travailler avec les exploitants miniers, travailler avec les exploitants forestiers pour que le bois qui visiblement est exploité soit transformé sur place pour qu'on ait des tables, qu'on ait des meubles, etc. qui permettent à créer encore d'autres valeurs ajoutées. Avant qu'on aborde avec vous cette question des exploitations forestières, parce qu'on va aussi parler du bois, je voudrais d'abord terminer ce point de l'agriculture avec cette question. L'histoire économique du monde renseigne précisément ceci, que la plupart des pays, principalement le pays du Nord, que ce soit les États-Unis, le pays d'Europe, et même le pays émergent aujourd'hui, le Brésil, l'Argentine, la Corée du Sud, et même la Chine qui est en train de devenir aussi une grande puissance économique aujourd'hui, deuxième puissance économique d'ailleurs. Cette histoire renseigne clairement que ces pays ont commencé d'abord par développer leur agriculture pour relancer leur économie. Et nous avons des très bonnes relations avec le pays comme la Chine aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il fallait, au lieu de privilégier seulement ces relations dans le domaine des infrastructures, dans le domaine commercial, est-ce que ce pays qui a fait des preuves au niveau agricole, est-ce qu'on ne pouvait pas d'abord chercher à tisser des bonnes relations avec lui au plan agricole, de tirer profit de son expertise en cette matière afin de permettre que notre agriculture puisse aussi se développer? Pourquoi on doit seulement avoir des relations au plan commercial et des infrastructures et ça s'arrête là? Merci. Ça fait partie des recettes, Justin. Ça fait partie des recettes qu'il faut exploiter dans la perspective d'améliorer la situation. Mais croyez-moi, dans la catégorisation des secteurs de la vie, nous avons le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Et voilà. Et le secteur primaire est caractérisé par le développement de l'agriculture. La Chine, à un certain moment de sa vie, a mis en exergue la révolution agricole. Et elle a développé la révolution verte et elle a eu des performances, ça c'est évident.
Aujourd'hui, la Chine, qui devient véritablement la deuxième puissance économique du monde, cherche à diversifier les différents secteurs productifs. Différents secteurs. Vous savez que la Chine a 4 000 milliards de dollars comme produit intérieur brut. Tu vois? Et donc, la Chine, encore que les priorités soient déterminées par notre gouvernement, c'est notre gouvernement qui doit déterminer, et il y a un ministère du commerce international qui, visiblement, doit négocier avec des pays potentiellement capables de pouvoir relever le défi. Et par rapport à cette préoccupation, hier, on a connu cette coopération avec la Chine. Et combien de fois nous avons vu le riz des marais, hein, le riz de marais, le riz des montagnes. Ce sont les Chinois qui ont apporté naturellement cette pratique qui visiblement a donné des résultats. Et pourquoi je crois qu'aujourd'hui, sans remettre en question la dynamique des infrastructures, parce que la Chine s'est montrée comme un entrepreneur, l'entrepreneur par excellence, hein, surtout dans les pays africains, par rapport à la question des infrastructures. Ben, écoutez, il faut ajouter une autre dimension additionnelle, et qui est l'agriculture, pour qu'on combine les deux, en demandant une coopération. Parce que croyez-moi, les Chinois qui travaillent avec nous, etc., dans le cas des infrastructures, mais écoutez, ça je ne parle pas de la coopération avec l'État chinois, c'est la coopération avec le privé. Mais maintenant, avec l'État chinois, il faut qu'on ouvre une piste dans la perspective de pouvoir négocier dans le sens que les Chinois viennent pour rééditer l'exploit qu'ils ont pu réaliser à l'époque du maréchal Mobutu. Ça, on en a besoin, mais alors que le gouvernement puisse justement s'y investir dans cette perspective. Mais écoutez, les Chinois peuvent venir, on peut produire, c'est vrai. À quelle proportion? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes 70 millions. Vous savez qu'à l'an 2030, nous serons 112 millions. On va doubler la population. À l'an 2050, on sera 147 millions d'habitants. Comment, si aujourd'hui, avec 60 millions d'habitants, on n'est pas capable de gérer, de sécuriser alimentairement, il reste combien d'années pour que nous puissions atteindre 2030 lorsqu'on aura 112 millions d'habitants? C'est ça, et le gouvernement doit travailler du matin au soir. Je salue le Premier ministre quand il disait que même les dimanches, il faut travailler. Même si on aime bien les journées de fête parce que ça fait plaisir aux paresseux. Vous voyez? Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, il faut véritablement des managers. Il faut avoir un leadership institutionnel dans tous les services de la République, dans tous les secteurs de la vie nationale. Des gens qui soient capables d'avoir la vocation, des gens qui soient capables d'avoir la motivation, les inspirations nécessaires pour booster, j'allais dire, une logique transformationnelle de la gestion des affaires d'État. Ça, on en a besoin. Parce que demain, c'est 147 millions. Aujourd'hui, on a des problèmes de logement, on a les problèmes de crédit, on a les problèmes de routes, on a les problèmes de formation, on a les problèmes de mécanisation. Et avec 60 millions, on n'est pas capable. Et avec 150, comment va-t-on résoudre le problème? Tout cela, il faut des perspectives, il faut des planifications à moyen, long terme, dans la perspective de pouvoir organiser la République. Beaucoup de pays, vous l'avez dit, comme la Chine, etc., ils ont fait aussi l'aménagement du territoire. Vous savez, l'aménagement du territoire, c'est la localisation, la production des richesses. On sait faire des choses dans la perspective de pouvoir. Mais tout ça, ce ne sont pas les experts qui manquent dans tout ce domaine-là, M. Ambam. Mais les experts, aujourd'hui, qui a la motivation? Quand on est expert, c'est pour chercher l'argent, non? C'est parce que lorsque vous êtes avec votre ministre, et le ministre, il a besoin de l'argent, et vous, l'expert, il n'a pas besoin de vos idées, et alors vous allez faire quoi? On est dans cette situation de déchéance de valeurs intellectuelles, valeurs scientifiques. Nous sommes dans une situation de déliquescence généralisée où les valeurs ajoutées en termes d'addition par rapport aux idées, aux vocations, n'est plus de mise. Et donc, on est dans cette situation-là. Et donc, il faut payer les droits à la contestation pour dire plus jamais ça. Et ça doit commencer du président de la République jusqu'aux petits paysans. Le petit paysan qui doit, au lieu de s'occuper de prendre l'alcool à la maison, chanter, danser, doit dire, écoutez, il est temps d'aller en forêt et travailler. Et tout cela nécessite de réflexion. Que les universités deviennent des centres de production des idées. Que les moyens soient donnés aux universités. Que chaque professeur se spécialise dans tel ou tel domaine et qu'il apporte des résultats en termes de recherche dans différents secteurs de la vie nationale et maximaliser, intériorisé par le gouvernement de la République en termes de décision pour qu'on avance. Mais si on ne sent pas ce type de management au niveau de l'action publique, on attendra longtemps. Et aujourd'hui, les perturbations climatiques, vous savez que tous nos compatriotes qui sont en Occident, qui ont pollué l'atmosphère et qu'aujourd'hui il y a un problème planétaire, ils sont en train de chercher quelle planète il faut y aller, on va nous laisser ici, nous allons disparaître.
nous allons disparaître. Et beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui se battent à longueur de journée pour trouver des solutions. Vous pourrez prendre un pays comme le Maroc, qui n'a que les phosphates, mais avec un revenu par habitant de 4770 $. Mais nous avons combien? Nous traînons dans les 200 encore, c'est ça le moyen statistique. On ne peut pas trop plénicher sur cette question. On ne pléniche pas, mais on fait une alerte. Parce que s'il n'y a pas d'alerte, les autorités vont croire qu'on est dans une euphorie de jouissance. Aujourd'hui, il faut que les idées soient au devant de la scène. L'OIOT fête ses 50 ans et demande aux élites africaines, ils ont failli. Il y a eu trop d'erreurs politiques. Ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, le monde est en train de disparaître et que chaque pays fait un effort pour faire travailler ses intelligences. Et que nos universités deviennent véritablement des laboratoires. Et que nos partis politiques véritablement travaillent dans la perspective de faire le monitoring de l'argent public. Et que le respect mutuel, la congruence des idées, les interactions dynamiques se réalisent à différents niveaux pour qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Ça, on en a besoin. Ce n'est pas de la lamentation, mais c'est de l'alerte. C'est très important pour nos pays. C'est très important pour notre solidarité avec les générations futures. Monsieur Yambamba, je sens que vous êtes très radical là-dessus. Mais moi, je vais maintenant qu'on aborde la question, un peu la question du bois. Parce que ça fait toujours partie des activités du monde rural. Notre pays, la RDC, présente un potentiel forestier qui est estimé pratiquement à plus de 45% de la forêt équatoriale africaine, soit 6% de la forêt, plutôt des réserves tropicales mondiales. Deuxième poumon écologique, après l'Amazonie, la flore et la faune de la RDC reposent beaucoup d'énormes écosystèmes et de biodiversité. La production potentielle du bois est estimée à 6 millions de mètres cubes par an. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, seulement 77 000 seulement sont produits. Et cette production est en grande partie exportée sans aucune transformation. Alors la question que je vais vous poser sur cette question du bois, comment faire en sorte que la RDC puisse d'abord augmenter sa production forestière et puis assurer quand même une transformation des bois sur place ici au Congo. Nous n'avons pas assez d'usines de transformation des bois ici au Congo. Et comment faudra-t-il aussi faire pour que toutes ces richesses naturelles qui sont dans les forêts soient aussi conservées et protégées? Merci beaucoup pour vos questions très pertinentes. Je comprends que vous avez la maîtrise des dossiers. Je voulais simplement ajouter par rapport aux potentialités énoncées que le Congo est capable. C'est dans les 6 à 10 millions de mètres cubes. Le minimum, c'est 6 millions. C'est 6 millions. Oui. Et nous avons le maximum, en termes de potentialité générale, 500 millions de mètres cubes. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Brésil est allé de 8e puissance à 6e puissance économique du monde grâce, n'est-ce pas, à sa forêt. À la forêt, oui. Et nous avons 145 millions d'hectares de forêt dans le bassin du Congo, sur les 235 millions. Et donc nous avons la moitié de la forêt africaine. Aujourd'hui, avec l'éco-industrie, aujourd'hui, avec l'économie verte, aujourd'hui, avec les perspectives de perturbations climatiques, qui risquent de faire disparaître l'humanité, la forêt du Congo jouera et continue à jouer un rôle important, sans compensation, parce qu'il n'y a pas de négociation. Et regardez un peu les discussions qui ont eu lieu à Kyoto, les discussions qui ont eu lieu à Rio, tous les mécanismes qui ont été mis en place en termes de refus de la forêt naturelle pour donner des compensations. Mais nous, quel a été notre discours? Quel a été notre discours? Comment nous sommes organisés? Avons-nous créé des alliances avec d'autres pays à travers le monde, notamment les pays du tiers-monde, dans la perspective que nous puissions gagner la préservation de la forêt? Aujourd'hui, on nous impose de préserver la forêt. Mais nous n'avons rien. Et vous savez que notre forêt nous fait revenir simplement 0,7% dans le produit intérieur brut. 0,7%. Lorsqu'on compare avec le Cameroun, qui n'a que 22 millions d'hectares de forêt, nous avons 145 milliards. Le Cameroun a 6% de contribution de la forêt dans le produit intérieur brut. Je lisais même hier, on disait que nous avons un bois qui peut nous générer par an 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. On n'a pas parlé de minéraux parce que j'étais en train de vous dire que nous pouvons générer un potentiel de 24 000 milliards de dollars. Et si on a une vocation, si on a une volonté très volontariste, si on a une vision, on sait voyager dans le temps, revenir, embarquer et donner un sens de direction à la population, on est capable
de pouvoir faire des merveilles. Mais aujourd'hui, notre forêt ne représente rien. Pourquoi ça ne représente rien? Aujourd'hui, nous avons plus de 80 sociétés d'exploitation forestière. Ils font quelle contribution? Ils font quelle contribution dans notre budget? Il faut y regarder. Ça en descend de 10%. Et la cause? Et la cause? Elle ne paye pas la corruption. La corruption. Vous savez que le gouvernement de la République, de la production jusqu'à l'exportation, on a plus de 100. En 2007, j'avais fait une étude avec des collègues du FRM. On était à 169 taxes. C'est de la justice, ça. C'est du terrorisme fiscal. Alors maintenant, quand vous avez une série de taxes comme ça, vous imposez aux gens de payer. Au moment où les gens construisent des routes, vous leur demandez de construire des écoles, vous leur demandez de construire des centres de santé. Vous ne voulez pas, malgré vous recevez l'argent des reboisements, vous recevez l'argent d'abattage, vous recevez les redevances professionnelles, vous recevez, et vous ne voulez rien faire. Et vous demandez aux gens qui vous paient ces taxes-là à pouvoir travailler avec la population dans ce sens, et s'ils ne les font pas, eh bien, ils sont pris en partie par la population. Ben écoute, qui va faire quoi? Surtout que chez nous, le mode de paiement est déclaratoire. C'est tout cela qu'on a envie d'écouter les ministres, chaque ministre dans son secteur, travailler dans la perspective d'éclairer la lanterne de l'opinion publique. Pour dire que voilà... Yamba, j'avais souhaité que vous soyez ministre, plutôt conseiller au ministère de l'Agriculture. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais non, conseiller, oui, mais je fais le conseil, c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai déjà travaillé conseiller avec la Banque mondiale plusieurs années. Oui. Je crois que je mérite autre chose. Je mérite aussi. Vous allez faire un conseiller là pour aller s'asseoir, tourner les pouces du matin au soir, parce que les gens avec qui vous devez travailler n'ont pas besoin de conseils. Ils ont besoin de demander est-ce que là, où est-ce qu'on peut trouver de l'argent? Vous y croyez? Est-ce que ce secteur gagne de l'argent? Comment on peut l'avoir? Ça, c'est la chanson de chaque jour. Mais moi, je vais aller là-bas. Ce que je suis en train de faire là, c'est payant, non? Toutes ces idées que je suis en train de donner, c'est payant, non? Mais je le fais gratuitement pour mon pays. Moi, j'ai dit, c'est ça que j'ai choisi. J'ai dit, écoutez, au lieu de pleurer chaque jour, mais écoute, nous n'avons pas d'autres chefs, nous n'avons pas d'autres autorités que ces gens-là. Mais écoutez, si on a été à l'école, et si on peut avoir une petite expérience, il faut le mettre à la place publique. Et quand ils vont suivre ça, mais ils ne suivent pas. Leurs conseillers n'ont même pas le temps de pouvoir noter des choses intéressantes qui peuvent être d'application. Rien du tout. Donc tout le monde est dans l'euphorie de jouissance. Alors vous m'envoyez là. C'est comme si vous m'envoyez